Bonjour à tous, merci d'être là avec nous pour parler donc des sportifs et le climat, le sport miroir de la société, le combat climatique. En est une nouvelle preuve. Ces trois sportifs ont choisi de s'engager dans la lutte contre le changement climatique. On verra comment et puis on s'interrogera pourquoi ne sont-ils pas plus nombreux, ces sportifs, à s'engager pour la sauvegarde de leur terrain de jeu, évidemment, la planète. Bonjour à tous les trois. Yannick Corson, donc, fondatrice de Rugby Girl Academy, consultante média et ex-joueuse internationale de rugby. Mathieu Wittvoet, vous êtes éco-aventurier, cofondateur du Climate Workout, et Armelle Courtois, vice-championne du monde de kite speed, c'est du kitesurf de vitesse, on aura compris, cofondatrice de l'événement Sport for Future. Alors, pour commencer, je vous propose de d'abord vous demander à tous les trois, et dans n'importe quel ordre vous choisissez, pourquoi cet engagement pour la planète, d'où vient-il? Léna Hig. Allez, je débute. Bonjour à tous. L'engagement, il est arrivé assez tôt, finalement, dès ma naissance, avec mes parents qui m'ont inculqué des valeurs de respecter finalement les ressources, c'est-à-dire l'eau, ce qu'on avait dans notre assiette, de ne pas jeter évidemment ces papiers. Et finalement, très tôt, j'ai compris que, bah oui, on avait des ressources sur Terre, mais qu'un jour, elles seraient peut-être épuisées. Et finalement, en ville, c'est pas ce que j'ai ressenti quand je suis arrivée pour notamment mes études à l'université, où je me suis rendu compte finalement que les gens laissaient dans leur assiette la moitié de leur repas, ne savaient pas dire non. Quand ils utilisaient l'eau, ils laissaient couler sans faire attention. Et finalement, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'éducation qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de m'engager. Et c'est ce qui m'a amenée à être bénévole chez Greenpeace et Eaux et Rivières de Bretagne à l'âge de 20 ans, quand je suis arrivée à Rennes pour mes études. Et puis après, il y a eu cette longue carrière de 14 ans de rugby, où j'ai un peu mis de côté finalement cet engagement, même si dans la vie de tous les jours, je faisais ces petits efforts. Mais je continuais de prendre l'avion aux quatre coins du monde, évidemment, pour participer aux plus grosses compétitions, ce pourquoi je m'entraînais tous les jours. Et cet engagement, il est revenu un petit peu en force pendant le confinement où mon père a perdu 5 de ses ruches. Et là, j'avais envie de crier ma colère. Je l'ai un peu crié sur les réseaux sociaux. Et finalement, j'ai mis au plus grand... Enfin, finalement, un engagement qui était dans l'ombre est devenu public pendant le confinement. Mathieu Wittvoet, éco-aventurier. Pour vous aussi, c'est un engagement qui vient de loin, depuis l'enfance, ou c'est venu au fil de l'eau? Non, c'est un peu différent. Bonjour à tous déjà, vous allez bien? Ouais, super. Moi, je suis très content d'être là, en tout cas, et de parler de ce sujet aujourd'hui. Pour moi, c'était un peu différent. C'est un bouquin à l'âge de 17 ans qui s'appelle Reporter d'espoir. Et c'est une famille avec ses 5 enfants qui partent faire un tour du monde sur l'entrepreneuriat social. Et en fait, tous les gens qu'ils vont rencontrer, ils m'ont bluffé. Et j'ai tellement aimé ce bouquin que je me suis dit, j'ai envie d'aller faire pareil. Et à 22 ans, avec mon cousin, on a pris nos vélos et on a fait un tour du monde à la rencontre de gens qui trouvent des solutions face aux déchets plastiques. Et une fois que j'ai fait cette aventure pendant 1 an, t'imagines à dormir 300 jours dans l'année dans une tente, au milieu du Rwanda, au milieu du Brésil, etc., avec des rencontres fabuleuses, je me suis dit que j'avais envie de rentrer et de faire pareil. Et aujourd'hui, c'est un peu ce que j'essaie de faire depuis les dernières années, d'essayer, à travers l'aventure, de raconter des histoires et de mettre en avant des beaux projets qui s'engagent au quotidien. C'est après ce que tu as vu que tu as voulu t'engager pleinement pour la planète. Exactement, et je dirais aussi, parce que tu posais la question, pourquoi c'est important ? Pour moi, c'est aussi par rapport à toute l'urgence qu'on peut voir, c'est juste ça me fait du bien en fait, de m'engager, c'est tout aussi simple que ça. Je pense que c'est pareil pour vous aussi, Armelle et Léna. Armelle Courtois, pas attendre les bras croisés et se dire ça nous rend heureux finalement d'agir et de ne pas attendre que les choses arrivent de quelque part. Armelle Courtois, pareil, c'est d'avoir vu la planète changer, qui est un petit peu au départ de cet engagement, ou il était là déjà profondément avant? Je pense qu'effectivement, il y avait des bases qui étaient un petit peu mises dès l'enfance, puisque moi, pareil, j'avais des valeurs au niveau de mon éducation sur l'économie d'eau, le respect des ressources, le respect des milieux, ramasser ses déchets, etc. Après, vraiment, c'est le projet Riding to Explore qu'on a mené avec Martin Thomas, donc mon compagnon, qui nous a... Donc Riding to Explore, pour expliquer, c'est du kitesurf c'est ça. Sur les plus hauts lacs de la planète. De la planète, voilà. En fait, à la base, c'est parti de
notre passion, donc le kite, qu'on a voulu amener vraiment sur un terrain de jeu différent, en haute montagne, et aller réaliser un record du monde d'altitude en kitesurf. Et donc là, on est vraiment sur... Concrètement, vous êtes monté à combien pour faire du kite, juste sur la performance? 5025 mètres le record. Donc voilà, ça c'est le point de vue performance. Et en fait, ça a été une performance dans le sens où ça a été vraiment le déclic pour une prise de conscience, mais au-delà de la prise de conscience, surtout un passage à l'acte. Parce qu'en fait, jusque-là, on était des sportifs de haut niveau. Pareil, on sillonne la planète, on en reparlera, mais le sport de haut niveau est pris dans cette contradiction-là, qu'on le veuille ou non. Et vraiment, ce projet, ça a été le déclic pour un passage à l'action et s'affranchir un peu des barrières qu'on peut avoir en tant que sportif de haut niveau pour voilà, s'emparer du sujet et aller sur des terrains où des fois on a un petit peu peur d'aller suite à tout ce qu'on peut lire ensuite, que ce soit sur les réseaux, sur les reproches publics. Donc voilà. Et vous insistez bien sur Riding to Explore. L'idée, c'était pas d'ouvrir un nouveau champ d'exploration du kitesurf. C'était pas de donner envie aux autres pratiquants de monter sur les plus hauts lacs de la planète. L'idée, c'était vraiment d'y aller pour la performance, mais ensuite, ce que vous avez vu vous a alerté sur l'état de la Exactement. planète. De toute façon, ce qu'on a toujours dit, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de doutes sur le fait que ça ouvrait un champ des possibles pour la pratique du kitesurf, puisque de toute façon, si vous y frottez 5 minutes et que vous essayez d'aller sur un lac de haute altitude avec votre matériel de kitesurf sur le dos, vous n'y trouverez aucun plaisir, d'autant que les conditions en montagne sont plus que scabreuses. Donc, au pire, vous tenterez l'aventure une fois, mais pas deux. Voilà, donc ça, on n'avait pas trop de soucis, mais surtout, ce qui a été intéressant, effectivement, c'est d'être au contact, notamment des glaciers, puisque les lacs qu'on a raidés sont des lacs glaciaires d'origine récente, puisque tous les lacs de montagne sont quasiment d'origine glaciaire. Mais là, on était vraiment sur un phénomène récent qui s'accélère avec une ressource en eau à l'état de glace qui passe à l'état liquide, et c'est un peu le symbole de pouvoir rider voilà, ces glaciers à l'état liquide. En fait, tout le symbole est là, et ça a été une porte d'entrée fantastique pour donner notamment la voix aux scientifiques qui travaillent sur le sujet, pouvoir leur donner une visibilité, une aura médiatique autre que juste des rapports scientifiques que personne ne lit. Effectivement, les glaciers qui reculent, évidemment, les climatologues ne cessent de le dire. Et ça a donné, on en vient à comment se concrétise cet engagement, et on va continuer avec toi, Armelle Courtois. Ça a donné Sport for Future. C'est quoi l'idée? C'est de proposer à des sportifs de haut niveau de les emmener voir ces glaciers. Voilà, parce qu'en fait, donc nous, ça a servi de déclic pour la prise de conscience et pour le passage à l'action. Donc on a eu envie voilà, d'extrapoler cette démarche et d'amener des sportifs de haut niveau un peu dans nos pas. Donc pour ça, les glaciers, c'est un élément fantastique. Pourquoi? Parce que c'est un témoin concret du réchauffement climatique. Quand vous êtes sur le glacier, que vous marchez dessus, que vous faites de l'escalade de glace dessus, vous le voyez fondre entre vos mains. Vous voyez votre patrimoine en eau, etc., fondre entre vos mains. Et dans le paysage, vous pouvez lire l'histoire de ces glaciers, une histoire qui devient dramatique ces 10 dernières années. Donc c'est pour ça qu'on a voulu les amener sur le terrain, toucher à l'émotionnel, sortir de l'écologie punitive, des PowerPoint et de tout ça, passer à l'action. Ça symbolise aussi un passage à l'action, un passage sur le terrain avec quelque chose de concret. Et souvent ça marche, et c'est ce qui fait un peu le succès de Sport for Future, c'est que les gens sont frappés par l'urgence de la situation qu'ils peuvent observer de leurs yeux, et en même temps aussi, ces glaciers sont des victimes encore majestueuses qui touchent l'émotionnel et pour lesquelles on a envie de se battre. Donc concrètement, Sport for Future, c'est emmener des sportifs sur la mer de glace à Chamonix. Exactement. Quoi. Et leur ensuite... chaque année. Leur donner des solutions, des pistes pour qu'ils puissent s'engager à différents niveaux et aller au-delà de penser simplement qu'il faut prendre position sur les réseaux sociaux. Il y a plein d'autres façons d'agir et on n'est pas obligé de s'exposer sur les réseaux sociaux pour être actif, bien au contraire, et c'est ça qu'on essaye de leur faire comprendre. Donc rester au contact des sportifs de haut niveau. Toi, Mathieu Wittvoet, après tes aventures, donc on l'a dit, un tour du monde à vélo, c'est pas rien. Il y a eu aussi la traversée du détroit de Gibraltar, c'est ça, la natation, en natation, pardon, à la nage, où là vous avez vu ces déchets plastiques, etc. Ça vous a donné envie de vous engager et vous d'aller plutôt vers le public plutôt que vers les sportifs. Pourquoi? Oui, il y a déjà un premier truc sur ce que tu disais, Armelle, c'est que l'importance de l'émotion. Je trouve que
trop souvent, c'est des slides, des graphiques, voilà la direction, 1.5. 1.5, ça parle à personne en fait. 1.5, c'est 1,5 degré, objectif Exactement. de l'accord de Paris, je précise. Ouais, merci. Accord de Paris qui, c'est un accord international qui tente de limiter à 1,5 degré le réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle. Voilà, c'était la petite Exactement. parenthèse. Et si on n'atteint pas ça, c'est un peu comme dans un match. À chaque fois, il y aura des cartons rouges. Et au bout d'un certain nombre de cartons rouges, il n'est pas possible de jouer. Ce sera pareil, sauf que ce sera avec nos vies. Le climat est beaucoup plus compliqué. Mais ce que je trouve intéressant du coup dans ce que tu fais, c'est vraiment toucher l'émotion. Et c'est, je pense, le principal pouvoir du sportif, de la sportive, d'essayer de toucher à travers l'émotion et d'essayer de changer le comportement derrière. Alors toi, ton engagement, donc Climate Workout, c'est quoi l'idée? C'est d'aller vers du public, du jeune public, du moins jeune, dans des entreprises? Concrètement, comment il se présente cet engagement? L'idée du Climate Workout, elle est assez simple. C'est comment je vais parler à mes potes du climat sans les saouler. Donc si je leur dis venez, on prend 3 heures pour faire une fresque, ils vont me dire t'es malade. Moi le climat, je trouve ça intéressant, mais je vais pas non plus passer du temps là-dessus. Fresque du climat, du coup c'est un atelier pour comprendre en gros le rapport du GIEC en 3 heures avec des cartes. C'est très bien, si vous l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Mais ça marche pas pour tout le monde. Et du coup moi je me suis dit faudrait que j'arrive à fusionner la fresque du climat avec un truc que tout le monde aime bien, genre Koh-Lanta, tu vois. Et du coup le pitch c'est ça. Et du coup je vais vous demander à tous de vous lever. Et on va faire un exercice pour illustrer un petit peu comment ça marche. C'est aujourd'hui le sport en fait, hein. C'est pas demain le sport, c'est aujourd'hui maintenant. Alors tout le monde se lève. On va voir un peu vos connaissances sur le climat. On dit que le bilan carbone moyen d'un Français, c'est 10 tonnes. Ok, vous êtes à peu près à l'aise avec ça. 10 tonnes de CO2. 10 tonnes de CO2, merci, c'est bien, tu précises. Parmi ces 10 tonnes, combien de tonnes représentent le transport et l'alimentation? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et on va donner la réponse en squat. Okay, donc ça va être entre 0 et 10. Vous arrêtez, si vous pensez que c'est 4, vous arrêtez à 4 squats. On n'en fait pas 10 séries là. Comment? On n'en fait pas 10 séries de squats là parce que non, ouais. On va faire un exercice et puis ça va vous illustrer un peu comment ça fonctionne. Vous êtes prêts, vous l'avez. Donc 10 tonnes, c'est en moyenne un Français, ses émissions carbone par an. Combien de tonnes représente l'alimentation plus le transport? Vous êtes prêts? C'est parti. 1. Ok. 2. Des vrais squats, hein. 3. 4. Faut garder le dos droit, paraît-il. 5. 6. 7. Il y en a qui sont arrêtés déjà. 8. 9. 10. Toi, t'es à 10 alors. Bon, moi, voilà. C'est bon. Ouais. Alors, qui a dit 4? 3. Ok. 6. 7. 8. Et 5. 5. Et 5 bonnes réponses. Bravo. On peut l'applaudir. Bon, on n'a pas de lot à offrir. Et tout le but, c'était de faire ça avec mes potes, en fait. Et de leur dire, voilà, le 5, là, tu l'as mémorisé parce qu'on t'a fait jouer, on a créé un effet de surprise, on t'a mis debout, tout le monde était un peu surpris. Et l'idée, c'est de faire 1 heure et demie de jeu comme ça, de former partout en France des animateurs pour faire ce jeu. Et pour réfléchir à ce jeu, on a rassemblé des experts du cerveau, des experts de l'environnement, des athlètes olympiques. Et donc, le but qu'on veut mener avec le Climate Workout, c'est vraiment d'essayer d'essaimer ce format et d'aller toucher des jeunes, des entreprises, mais tout en montrant qu'on peut jouer, avoir un peu d'émotion et s'amuser dans le process. Et parmi les ambassadeurs du Climate Workout, il y a également Lénaïque Corson. Donc, c'est l'un de tes engagements pour le climat, en gros, concrètement. Donc, il y a ça, il y a quoi d'autre? Ouais, tu nous as dit qu'il y avait beaucoup trop d'associations, on était j'essaie engagés un peu partout. de les diluer au fil de la discussion parce que vous êtes tous engagés sur différentes choses, donc mais pas vous noyer sous des noms d'associations qu'on ne retiendra pas. Ouais, on les retient plus facilement comme ça. Pour le coup, si je peux revenir sur Climate Workout, justement quand Mathieu vient me chercher, je trouve le projet fabuleux en fait de faire appel au sport et à la mémoire corporelle pour se mettre en action et justement réfléchir et mémoriser un peu plus finalement notre impact sur l'environnement. Et moi, c'est un petit peu la démarche dans laquelle je vais aussi, c'est comment mettre en action et comment rendre sexy et attractif l'environnement. Parce que c'est un sujet qui intéresse pas ou qui fait peur. Alors, je dis pas que ça intéresse pas, mais aujourd'hui, il fait peur ce sujet et on ne sait pas par quel bout le prendre. Oui, parce que ça reste une préoccupation des Français, hein, les sondages le montrent, ça reste une grande préoccupation, mais qui... Mais pourtant, aujourd'hui, on mange toujours de la viande, pourtant, aujourd'hui, on continue toujours de prendre l'avion pour voyager à l'autre bout du monde.
Et justement, moi, je me suis dit, aujourd'hui, j'ai envie de travailler auprès des plus jeunes. Et j'ai créé Rugby Girl Academy, qui est du coup une association qui pousse des jeunes filles entre 13 et 16 ans à continuer de faire du sport et à s'engager aussi dans sa vie. Typiquement, aujourd'hui, on a une fille sur deux qui arrête le sport à l'âge de 14 ans. C'est énorme. Une fille sur deux qui arrête le sport à cet âge-là, pour différentes raisons, que ce soit les règles, un corps qui est en train de changer. Plutôt, on dit le sport, c'est plus réservé pour les garçons. Non, en fait. Aujourd'hui, le sport, c'est aussi un moyen pour se construire dans sa vie. On va évidemment pousser les jeunes filles à continuer de faire du sport. Et en plus, je vais les amener dans mon sport, qui est le rugby, qui est encore... Oui, c'est intéressé quand même. Bien sûr, parce que ce sport, il est fabuleux par ses valeurs. Et notamment, il est très fédérateur. Là, on peut le voir. Il y a eu 15 millions de personnes qui ont suivi France-Nouvelle-Zélande. C'est énorme. On en a parlé. Le sport, aujourd'hui, c'est un moyen de faire véhiculer des émotions terribles et nous engager dans quelque chose de commun. Et moi, ce que j'ai envie, et avec vous deux, c'est d'engager à travers les émotions que procure le sport vers la transition écologique. Et donc Mathieu et son équipe du Climate Workout va intervenir justement dans mes stages Rugby Girl Academy. Dès demain. Dès demain, exactement. Première édition demain à Orsay. Si vous voulez venir nous rendre visite, vous êtes... Les squats ne vous ont pas suffi, c'est demain. Vous pouvez nous rendre visite de 13h30 à 19h sur Orsay. On va aussi faire des ateliers de nutrition, parce qu'on l'a dit, l'alimentation aujourd'hui c'est 25% d'un bilan carbone moyen d'un Français. Donc justement, comment dans la cuisine on peut aussi agir dans notre consommation de tous les jours, comment on peut mieux faire. Et pour moi, on m'a dit non mais Léna, la cuisine et les enfants, les ados de 13 à 16 ans, ça va pas les intéresser. Eh ben non, c'est faux. En fait, il faut trouver le moyen pour justement éveiller leur flamme. Climate Workout est un moyen pour le côté environnement. Les mettre avec un chef hyper connu, influenceur peut-être sur les réseaux, c'est un moyen d'y arriver et de leur montrer qu'on peut diminuer sa consommation de viande. Aujourd'hui, malheureusement, la Coupe du Monde de rugby, c'est aussi mise en On a vu avant. des équipes, notamment d'Amérique du Sud, faire des gros barbecues après des matchs. France-Uruguay, par exemple, parce que c'est dans leur culture. Et ça, c'est quelque chose qui t'interpelle. Bah oui, parce que le message qu'on renvoie, c'est continuer de manger de la viande pour être grand, fort, et être un bon rugbyman, entre guillemets. Enfin, j'extrapole énormément. Hein. J'ai fait un apéro, une fête pendant cet été qui m'a marqué parce que je mettais fin à ma carrière sportive, donc je voulais faire une grande fête avec ma famille. J'aurais mis du houmous sur la table d'apéro, ils n'ont pas compris. Et le houmous est resté. Et il est où le saucisson? Elle est où la rosette? On est en Bretagne aussi, comme j'ai compris. Ah oui, donc bon, c'est vrai qu'en Bretagne, on aime ça, le cochon. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de dérives et qu'en fait, on ne se rend pas compte de l'impact qu'on a en mangeant de la viande. Alors, je ne dis pas que arrêter de manger de la viande, c'est pas facile. C'est comme arrêter de prendre l'avion. On en a parlé. Moi, j'ai été amenée à la fin de ma carrière à partir à Las Vegas. Léna fait un tournoi de Sevens à Las Vegas. Viens rugby nous faire à 7, le Sevens. De rugby à 7, exactement. Merci de faire la traduction. Part à Abu Dhabi pour faire un tournoi sur l'eau. Part au Laos pour faire du rugby avec les petites. Mais en fait, on est tout le temps amené à voyager. Et moi, j'ai fait le choix fort de dire non, je prends pas l'avion. Mais parce que j'ai des convictions. Mais aujourd'hui, comment on amène les sportifs à dire non à de belles sollicitations? Et justement, parmi vous trois, vous êtes deux à venir du sport nature, de l'outdoor en bon français. Il est vrai que ces sportifs sont souvent plus engagés pour la planète. On le voit avec le trailer Xavier Thévenard qui a décidé d'arrêter de prendre l'avion, tout simplement. Donc il fait une croix sur toutes les courses en dehors de l'Europe. On le voit avec Kylian Jornet d'une certaine façon et avec vous deux. En revanche, il est beaucoup plus difficile d'aller chercher des sportifs de disciplines beaucoup plus populaires. Tiens, je pense au hasard, au football. On voit très peu de footballeurs qui sont engagés pour le climat. Comment l'expliquer? Léna, toi qui viens du rugby, donc c'est comparable au football. Comment l'expliquer, ça, finalement, qu'on soit moins tourné vers le climat? Je l'ai dit en intro, en fait, on s'entraîne tous les jours pour jouer les plus grandes compétitions mondiales, les plus belles compétitions, et souvent aux quatre coins du monde. Donc oui, forcément, on est amené à prendre l'avion. Et les mentalités sont difficiles à changer. Tu as pu t'en rendre compte quand tu étais au Stade français, où tu étais responsable RSE, donc responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Poste que tu as inauguré,
essayer de mettre en place des initiatives, ne serait-ce que l'arrêt de la bouteille d'eau, de la bouteille en plastique, c'est difficile. Ça a été un chantier. Alors tout le monde me dit non mais arrête, c'est facile, la gourde, tout le monde se déplace avec une gourde. Eh ben non, chez les sportifs pros, quand on a un attendant qui a toutes les bouteilles plastiques dans la glacière et qu'on est aux petits oignons des sportifs pros, et ben en fait, on les déresponsabilise. Et le problème, c'est que moi, je suis arrivée dans un environnement Covid 2020, où alors, tout le monde devait prendre sa bouteille plastique, on ne boit pas dans la même bouteille. Et donc, je ne sais pas à qui est la bouteille, donc je la laisse sur le terrain, à moitié pleine, en fait. J'ouvre la poubelle, il y avait, je ne sais pas, 100 bouteilles en plastique. Dans le handball, ils ont fait l'étude, puisque Nicolas Karabatic s'est engagé aussi pour ça, pour arrêter l'utilisation de bouteilles en plastique. C'est 200 000 bouteilles par saison. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Nous, voilà, j'avais comptabilisé à peu près à 80 000 bouteilles par an, mais derrière, c'est quoi ? Eh ben, on a un sponsor bouteille, donc du coup, forcément, on a envie pour l'aspect financier, on va le garder. Ensuite, les joueurs qui me disent « Ah non, mais Léna, c'est quand même plus facile, la bouteille est directement fraîche dans le frigo, il y a juste à se servir. » Le docteur qui me dit « Non, l'eau de Paris, je suis pas sûre, elle est pas bonne. » Ben en fait... il y a 3 personnes qui me disent non, ça va pas être possible. Et bien en fait, ça passe pas là. Et ben écoute, je prends le plan B, le plan D, et ça va fonctionner. Et au final, on a réussi à trouver un partenariat justement avec des fontaines à eau qui portent les mêmes couleurs que le club, le rose. Et aujourd'hui, c'est une success story parce qu'on a mis fin justement à ces bouteilles en plastique et on peut se déplacer partout dans le stade avec sa propre gourde en ayant toujours un endroit pour servir. Et la chose importante, il faut toujours qu'il y ait une carotte au bout. Et finalement, les sportifs, ils ont vu ça, finalement, la contrainte qu'ils voyaient au début, finalement, ils ont vu ça comme hyper avantageux parce que dans le sous-sol, au moins 3, il y avait la salle de musculation. Et plutôt que quand ils avaient oublié la bouteille d'eau plastique au 3e, et ben, quand ils descendaient au moins 3, il y avait toujours un moyen de remplir sa gourde. Donc finalement, on est passé d'un inconvénient à quelque chose qui était avantageux. Finalement, la solution écologique était avantageuse. On n'en est encore qu'au début de l'arrêt de ces bouteilles d'eau. J'en reviens au football. Une étude de la Ligue de foot professionnel qui date d'il y a 2 ans montrait que moins de la moitié des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont supprimé la bouteille d'eau en plastique dans les clubs. Et les on en est est vraiment au tout début. Les JO, il y a eu une polémique aussi là-dessus, c'est que les Jeux veulent réduire de moitié leur émission de gaz à effet de serre. Et notamment, c'était gros enjeu du déchet plastique qui est la bouteille. Donc, ils ont mis en place des fontaines à eau, des fontaines à Coca-Cola aussi qui vont être... ça, c'est quand même une grosse innovation que permet aussi les Jeux Olympiques parce que on les écoute. Quand il y a les JO qui font un événement, on les écoute. Et pour revenir sur la bouteille en plastique, pour raison de dopage, la commission des athlètes a refusé qu'on parte avec la gourde. Et c'est dommage parce que pour moi, c'est un retour en arrière qu'on fait là. Ce qui est étonnant, puisqu'on en voit des sportifs avec des gourdes, ne serait-ce qu'au mondial de rugby. Bon, on voit les joueurs avec des gourdes et les entraîneurs avec des bouteilles parce que un grand producteur d'eau, Volvic pour ne pas le nommer, est partenaire du mondial. Donc ça explique aussi cela. Bref, Mathieu Wittwood. Oui, je voulais juste rebondir parce que Léna, pour moi, t'incarne très bien ce que peut faire un ou une athlète pour changer son sport, son stade. Et comme ça, on peut se dire, moi, je suis qu'une athlète dans une équipe, etc. Mais tu vois, à travers tout ton exemple, toutes les portes que tu as prises, mais en même temps tous les chemins que tu as réussi à trouver, tu incarnes vraiment le fait que, en fait, parfois, il faut quelqu'un qui se mobilise et ça arrive à faire un changement aujourd'hui qui est génial. Je ne sais pas combien vous économisez de bouteilles d'eau. Ouais, c'est ça. Tu as raison de le dire parce que je ne suis plus là. Mais le projet aujourd'hui, il perdure et c'est comment tu réussis finalement à embarquer les salariés pour qu'ils continuent de s'investir. Moi, j'avais lancé les déchets organiques aussi au club, enfin le tri des déchets organiques. Et moi, au départ, on m'a dit non, mais ça a pué dans l'open space, le compost, tout le monde s'imaginait l'odeur des ordures. Et non, finalement, ça fonctionne. Et maintenant, ils l'ont déployé au niveau des coursifs du grand public. Donc ça, c'est peut-être le plus dur, c'est d'embarquer aussi toute une équipe derrière. Armelle Courtois, est-ce que c'est difficile d'aller chercher des footballeurs connus, par exemple, pour les faire monter sur le glacier, sur la mer de glace à Chamonix pour qu'ils se rendent compte de ce qui se passe ? C'est possible, ça ? Alors, ça doit être possible. Nous, c'est notre objectif. Après, on va pas encore atteint, donc. Si vous en connaissez, voilà. Et pourquoi on n'arrive pas à amener Kylian Mbappé devant la mer de glace ? Eh bien, exactement. C'est une bonne question. Déjà, le premier frein, on va dire, du monde professionnel, c'est l'accès.
et en particulier le foot. Nous, on a commencé à accéder au monde professionnel cette année, notamment. On a eu Fulgence Ouedraogo qui est venu donc, du MHR. On a eu Yann Roubert, président du Loup Rugby, qui est intervenu sur l'événement. Donc, par exemple, le rugby, ça a été un peu le premier gros sport vraiment professionnalisé à s'investir et à venir à Sport for Future. Parce que l'environnement, c'est un peu la suite des valeurs de l'Ovalie. Exactement, comme on dit. Ce que j'allais dire, c'est qu'on revient sur les valeurs même fondamentales du sport. Et ensuite, on a plus de mal avec le tennis, qui est un autre sport professionnel dont on parle moins quand on vise, mais qui est énormément touché. En plus, on est sur des individus souvent, donc quand ils prennent l'avion, on ne parle pas d'équipe, on parle d'individus. Et bien sûr, le foot. Le foot, on perçoit vraiment que c'est une bulle quasiment inatteignable, ne serait-ce que de les contacter. Donc voilà. Et ensuite, on parlait de déresponsabilisation. Je pense que le foot, c'est le paroxysme de ce phénomène. On est vraiment sur des athlètes qui sont surcouvés, surprotégés, isolés même presque de la vie réelle. Et ça, c'est presque dangereux même pour eux. Et je pense qu'il y en a qui pourraient être intéressés, mais qui sont un peu isolés des contacts qu'ils pourraient avoir avec ce genre d'initiative. Donc ça c'est la première chose. Et après, je voulais reprendre sur le côté justement égrené des choses, puisque nous, on fait intervenir donc, notre initiative Sport for Future auprès de sports de tous horizons. Donc notamment des sports pas outdoor, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure. Donc on a eu de l'escrime, du judo, de la natation, etc. Parce que le but justement, c'est d'aller sur des terrains d'athlètes moins au contact de cet émotionnel. Parce que pourquoi pour moi les sports outdoor sont peut-être plus dans la sensibilisation, c'est parce qu'on est sur ce côté relationnel, on est au contact de la nature, donc on est plus à même de s'engager tout seul, on va dire. Donc nous, le but, c'est d'avoir le maximum de sports représentés. Là, on commence à y arriver. Et le but n'est pas seulement de former l'athlète à ce qui se passe pour le former en tant que tel, mais parce que justement, on parle souvent de l'importance des actions individuelles. Donc, il peut y avoir les actions individuelles que l'athlète va entreprendre pour lui, mais ce qui est surtout intéressant avec l'athlète, c'est toute sa communauté. Donc, quand moi, je fais une action individuelle, je fais x1. Si vous arrivez à engager un athlète qui communique son envie de faire à toute sa communauté, selon les athlètes dont on parle, on peut être fois 1 million. 1 million d'abonnés sur Instagram. Alors même si on a une proportion qui ne va pas être touchée par l'engagement sur lequel peut aller l'athlète, rien que si c'est fois 10 000 sur les 1 million d'abonnés, c'est énorme. C'est-à-dire qu'au lieu de former des 1 plus 1 plus 1, on fait des plus 10 000, plus 10 000, plus 10 000. Et là, c'est exponentiel et ça va 2 fois plus vite. Alors, je prends le contre-pied de ce que tu dis sur des posts en faveur de la lutte pour le climat, mais il y a aussi des réactions qui peuvent être dévastatrices aussi pour le combat. J'ai rien contre lui, mais on se souvient de Kylian Mbappé qui se met à rigoler quand Fabien Galtier se retrouve à devoir... pardon, pas Fabien Galtier, Christophe Galtier. C'est parce qu'on a beaucoup plus Fabien Galtier en tête en ce moment, mais ils sont pas du tout de la même famille. Mais quand Christophe Galtier, l'ancien entraîneur du PSG, se retrouve à devoir se justifier pour ne pas avoir pris le train plutôt que l'avion pour un déplacement à Rennes, Christophe Galtier qui prend de haut la question en disant que les footeux ne peuvent pas prendre comme tout le monde le train parce que c'est des questions de sécurité, etc. Et Kylian Mbappé qui se bidonne à côté, c'est dévastateur ça pour la cause. Alors que blague à part, les All Blacks prennent le train, le 15 de France. Qui sont les plus grandes stars du rugby mondial, effectivement. Voilà, prennent le train, donc a priori c'est possible. Mathieu Wittwood. Oui, non, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la société joue un rôle majeur pour aussi dicter ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et en fait, tout l'intérêt des petites actions individuelles, c'est de changer la culture pour se dire non mais ok, en fait, aujourd'hui, en 2023, c'est pas possible de faire ça. Et en fait, on met pression, on fait une telle pression que d'un coup, on va changer ce genre de comportement, on va changer la législation et derrière, on va avoir des changements beaucoup plus systémiques. Et c'est pour ça que toutes ces actions individuelles, elles servent à rien individuellement, si ce n'est de faire changer justement la norme collective. Armelle Courtois. Il y a un point aussi qu'on n'a pas du tout abordé. On parle des actions individuelles, des individus, des athlètes, mais il y a forcément quelque chose qui est un peu tabou d'ailleurs, mais qu'il faut évoquer, c'est l'aspect économique. Et donc, c'est mettre dans cette dynamique les sponsors. Parce que le sport aujourd'hui, c'est quoi ? C'est un tripartite entre le public, les athlètes et les sponsors. Et finalement, c'est un jeu d'équilibriste entre tout ça. Et sans sponsors engagés,
on ne pourra pas y arriver parce que finalement, les athlètes dépendent des fédérations qui dépendent des sponsors, les équipes dépendent des sponsors et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, c'est important d'avoir des sponsors qui s'engagent. Il y en a qui le font déjà. Au cours de Change Now, il y a eu un pledge qui a été fait. Il y a des gros acteurs du sport français qui se sont engagés, Accor, Sodexo, Orange, etc., qui quand même conditionnent leur futur engagement de sponsoring au respect des accords de Paris. C'est énorme comme avancée. Effectivement. On a d'autres initiatives comme Sport Planète Maïf qui aujourd'hui préfèrent sponsoriser des athlètes engagés, quitte à mettre un peu un mouchoir sur les performances. Enfin voilà, il y a aussi peut-être une valorisation, un ratio entre l'engagement et la performance à construire ou à reconstruire un peu différemment, et aussi au public à plébisciter des choses peut-être plus vertueuses. D'ailleurs, on évoquait le cas du trailer Xavier Thévenard qui a pris la décision de ne plus prendre l'avion, qui est lui-même aussi soutenu par son sponsor, une marque suisse de vêtements de course à pied, Homme, et pour ne Sport pas Planète. la citer, qui elle-même fait des produits, en tout cas elle essaie vertueux pour l'environnement, et donc qui soutient l'action de Xavier Thévenard. Je m'appuie là-dessus pour vous poser une question. Est-ce que ce serait possible, par exemple, pour le cas du trail, que l'UTMB qui organise des courses à travers le monde, est-ce qu'on pourrait imaginer que cet organisateur décide de ne plus sortir de l'Europe ? Est-ce que vous attendez ça, finalement, peut-être comme décision assez symbolique ? Moi, en tout cas, pour ce qui concerne mon sport, oui, il va falloir changer les calendriers. Aujourd'hui, on joue partout dans le monde. Et donc, clairement, oui, il va falloir qu'on imagine un calendrier plus européen qui puisse permettre justement des déplacements en train. Mais ça veut dire rechanger tout le modèle aussi économique qui est le sport professionnel aujourd'hui. Quand on a vu l'Afrique du Sud arriver dans le championnat européen du rugby, là, ça a été quelque chose que j'ai toujours pas compris d'ailleurs. Mais par contre, tu l'as rappelé, l'économie, c'est ce qu'on va nous mettre tout le temps sur le devant de la table, sur la table. Donc c'est comment on trouve les solutions les plus vertueuses, les mieux économiquement parlant. Et oui, et puis arrêter de faire des choses comme ça. Mais c'est difficile aujourd'hui de changer un calendrier quand toute une vie, le sport professionnel s'est construit comme ça, en voulant toujours plus. Tu en as parlé tout à l'heure, le développement du Stade Toulousain aux États-Unis. Enfin, le tournoi sur l'eau qui est plutôt basé en France, qui veut se développer partout dans le monde et qui veut amener des athlètes français. C'est peut-être superflu, ça, si j'ose dire. Peut-être qu'on peut le supprimer. On veut un monde plus sobre. Donc oui, faisons-le et refusons. Mais après, c'est pas facile. Tu donnais l'exemple de Xavier Thévenard, ou peut-être même mon propre exemple. Moi, j'ai commencé à prendre la parole en 2020. J'avais déjà une carrière de 8 ans en équipe de France. J'avais déjà fait mes preuves, entre guillemets. Donc c'est plus facile de prendre la parole. Mais quand tu es jeune, tu viens d'arriver dans l'équipe, toi, tu as envie de jouer, tu as envie de gagner des sélections. Et puis, tu ne sais pas ce que ça veut dire encore un engagement pour ton sport. Ça vient avec la construction dans ton parcours sportif. Puis si tu décides unilatéralement d'arrêter de prendre l'avion, par exemple, quand on joue au rugby... on en prendra une autre, hein, t'inquiète pas, voilà, tu veux pas, t'inquiète pas, il y a plein d'autres filles qui veulent prendre ta place. Même sans parler d'envie, d'engagement qui peut venir plus tard, c'est une réalité. En fait, le palmarès, les titres, la performance légitimise ce qu'on fait. Nous, quand on a commencé Riding to Explore, quand on a fait Sport for Future, ce qui nous a donné de la légitimité, que ce soit face à des partenaires ou face à des athlètes, c'est que Martin a fait les JO de Tokyo, que j'ai eu un... Donc Martin qui est là, qui sait... que j'ai eu un titre en kite, que voilà... Kylian Jornet, il est Kylian Jornet parce qu'il a pris l'avion et qu'il a parcouru le monde et qu'il est allé faire de la hard rock, qu'il est allé faire 2 fois l'Everest. Et aujourd'hui, il est retourné d'ailleurs à l'Everest et on a dit pourquoi tu retournes à l'Everest ? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la question se pose parce qu'il a peut-être
moins besoin. Et c'est aussi contradictoire avec ses propres engagements. Exactement. Donc là, c'est un peu moins lisible. Xavier, nous, on connaît très bien Xavier. Il vient intervenir sur Sport for Future. On travaille avec lui dans le cadre avec la MEIF. Aujourd'hui, il peut aussi se permettre de dire « je ne prends plus l'avion ». Ça fait un effet d'annonce. Pourquoi ? Parce qu'il l'a pris avant pour gagner des titres. Même si il a quand même gagné l'UTMB plusieurs fois, ce qui est un sacré palmarès. Mais voilà, il y a cette dualité entre nécessité d'outrepasser ses engagements pour aller faire de la performance, pour légitimer. Mais ensuite, un message. Et ça, c'est là où il faut repenser aussi peut-être les choses. Un dernier mot pour conclure. Chacun, Lénaïque Courson, c'est quoi ? Optimiste quand même pour l'avenir ? Agir maintenant, parce que c'est maintenant que ça se passe. Moi, quand je vais voir mes petites et je leur dis on va parler de sensibilisation à l'environnement et qu'elles me disent j'ai dit non, en fait, je leur dis vous savez pourquoi c'est important ? Vous voulez un jour peut-être jouer en équipe de France ? Peut-être que dans 15 ans, ce sera plus possible parce qu'on aura tout détruit, qu'on pourra plus boire, qu'on va se battre pour manger. Les Fidji seront sous l'eau. C'est un pays rugby et ça doit nous toucher en fait. Et donc voilà, c'est agir maintenant et on le fait avec Rugby Girl Academy et avec l'aide de Mathieu qui vient au soutien. Justement. Ouais, moi je dirais que peut-être que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà fait un pas en avant et qu'en fait c'est hyper excitant de travailler sur ces sujets. Ça fait beaucoup de bien aussi, donc j'aimerais juste vous dire de continuer là-dessus et bravo aussi à vous deux. Armelle Courtois. Moi, je voulais surtout mettre en avant la solidarité parce qu'en fait, on n'y arrivera pas si chacun fait les trucs de son côté ou si on est à pointer du doigt ce que l'autre fait de bien ou pas bien. Chacun doit faire à son niveau et après, il faut qu'il y ait une coopération. Aujourd'hui, on est dans un milieu de médias. C'est aussi aux médias la responsabilité de parler des initiatives et de donner du poids à ce que les gens entreprennent parce que il y a beaucoup de gens qui entreprennent des choses, donc maintenant il faut leur laisser un peu de lumière pour le rendre attrayant auprès du grand public. Merci beaucoup, merci pour votre participation et merci à tous de nous avoir écoutés.